On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un invité qui a passé une majeure partie de sa vie en service conseil TI, mais surtout en vente, et il en a développé sa passion. Et il est maintenant en pré-retraite, mais quand même assez actif. Il a fondé sa propre entreprise. On reçoit Robert Gagnon. Mais d'abord, elle est la nouvelle directrice générale de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle y habite, travaillé longtemps pour Leucan également. Notre invitée, Julie Coupal. La Fondation Santé a maintenant une nouvelle directrice générale en la personne de Julie Coupal. Elle est avec nous. On lui souhaite d'abord la bienvenue et félicitations. Merci, Eric. Donc, Julie Coupal, qui est native de Saint-Jean-sur-Richelieu, une citoyenne en plus de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a travaillé quand même pendant plusieurs années pour Leucan, Montérégie, et qui, là, aujourd'hui, se retrouve maintenant à la direction générale de la Fondation Santé. Donc, peut-être nous parler un peu du cheminement des dernières années. Bien, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé à Leucan, Montérégie, durant les 3 dernières années de ma carrière à Leucan. J'ai travaillé 6 ans avant pour Leucan en Estrie, donc 9 ans là, en tout et partout. Ensuite, une petite pause de la philanthropie pour travailler 2 ans pour la Société du Parc Jean-Drapeau. J'étais chargée du développement de produits touristiques et événementiels là-bas. Et ensuite, j'ai eu le désir de me rapprocher de chez moi, de retourner aussi à mes premiers amours en philanthropie. Pour retrouver un peu le sens du travail, d'une mission à accomplir dans sa communauté, si je peux le dire. Donc, j'ai vu le poste affiché, puis, évidemment, de fil en aiguille avec le processus d'embauche, je suis là. Bon. Et qu'est-ce qui fait qu'on se dirige dans ce domaine-là? Bon, on parle de Leucan, Montérégie, là, évidemment, on parle de la Fondation Santé. Pourquoi le monde de la philanthropie est-il intéressant pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'après vos études, ou je ne sais trop, au début de votre vie professionnelle, vous vous êtes tourné vers ce monde-là? Bien, je ne suis pas sûre qu'on s'y dirige réellement. Je pense qu'on y atterrit. Moi, je crois que tout arrive pour une raison dans la vie. Dans mon cas, ça a été comme ça. Ce qui a fait que j'ai atterri à Leucan-Estrie aux alentours de 2008-2009. Puis, bien, c'est une piqûre que tu as. Moi, au départ, c'était l'organisation d'événements qui m'allumait. Ouais. Donc, j'ai été engagée pour faire ça là-bas, mais petit à petit, la philanthropie, c'est très grand. Tu te rends compte qu'il y a de l'événementiel, mais il y a évidemment toujours des gens, des services qui sont derrière ça. Puis, de savoir que le travail que tu fais, si tu l'accomplis bien, ça fait une différence concrète dans le quotidien des gens. Pour moi, c'est très important, puis c'est quelque chose que je crois que je vais toujours devoir avoir dans ma vie professionnelle. Bon. Qu'est-ce que représente ce défi d'assumer aujourd'hui la direction générale de cette fondation dont le visage a quand même changé au fil du temps? Je me plais toujours à rappeler cette anecdote parce que au moment de la création de la fondation de l'hôpital, il y a plusieurs années, j'étais là, et à l'époque, cette fondation-là était temporaire. On avait lancé sur pied une fondation pour acheter un scan. Puis là, on s'était dit, bien, une fois que le scan va être payé, on n'aura plus besoin de la fondation. Mais évidemment, je pense que les gens ont pris goût, et avec le sous-financement des gouvernements aussi. Bref, la fondation, finalement, s'est perpétuée avec le temps. Elle a changé de nom aussi. Puis avec l'agence, les C3S, les 6 aujourd'hui, bref, le changement a un peu changé. Mais bref, tout ça pour dire que on est plusieurs décennies plus tard et cette fondation existe toujours. Mais maintenant, quel défi représente-t-elle en termes d'organisation ou de mission ou de valeur qu'on veut transmettre? Bien, en fait, la mission de la Fondation, c'est d'aller plus loin dans les soins de santé. Puis maintenant, c'est pas juste l'hôpital, vous l'avez dit, c'est les CHSLD, c'est les CLSC, c'est les maisons de naissance, la maison de soins palliatifs. Donc, c'est un organisme qui nous permet ensemble de se mobiliser et de décider de faire plus pour notre qualité de vie, nos soins de santé. Donc, la Fondation finance des projets qui ne seraient pas financés par le gouvernement ou sert de levier pour entamer un projet majeur qui, sinon, n'aurait pas lieu. Oui, parce que parfois, on se dit, si la communauté fait sa part pour acheter un équipement ou développer un service ou la maison des naissances, ça va peut-être faire la démonstration pour que le ministère, ultimement, se décide, on voit que la communauté ici s'implique et est prête à faire sa part de son bout de chemin, on va compléter la mise. C'est souvent ce qui arrive. Là. Le bon exemple qu'on va voir aboutir cette année, c'est la construction du centre mère-enfant, pour lequel la communauté a ramassé des sous pendant plusieurs années. Finalement, la première pelletée de terre va avoir lieu en septembre prochain. C'est 5 millions qui vient des poches des citoyens de Saint-Jean qui vont être mis. Puis
il n'y en aurait pas eu de centenaire enfants si ça n'avait pas été de cette contribution-là. Puis maintenant, on n'aura rien à envier à tous les autres centres de la province, puis je dirais même du Canada. Bon. Évidemment, organiser des événements, puis bon, on a beau être créatif, mais bon, tout le monde a son tournoi de golf, puis soit un tirage, ou sinon on a un vin fromage, puis là, on peut faire la liste, là. Bon, puis... Oui. On essaie tous d'être créatifs, mais ultimement, une activité bénéfice, il y a comme des sentiers qui ont été tracés, disons, il y a quelques années. Comment on fait pour s'assurer, d'une part, que les activités, évidemment, sont encore profitables, mais ultimement, de développer d'autres idées et puis d'autres concepts pour, ultimement, aller ramasser des sous? Bien, c'est sûr que les activités sont importantes puis doivent être intéressantes pour que les gens y participent. Mais les activités ne doivent pas générer la plupart des revenus d'une fondation. Oui. C'est une certaine partie, ça permet d'avoir un beau rayonnement dans la communauté, de tisser des liens, mais c'est pas de là que devrait provenir la majorité des revenus. Donc, les gens doivent croire en la mission de la Fondation. Oui. La Fondation doit avoir des projets porteurs qui vont mobiliser son monde puis qui vont décider de vouloir le supporter. Donc, tu sais, je pense que les événements, il faut toujours... il faut avoir des bonnes idées, il faut les améliorer, il faut constamment rester à l'affût. On peut, des fois, quand il y en a qui ne fonctionnent plus, parce que, bon, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, puis on les renouvelle. C'est en décroissance, bien, c'est correct. On va essayer de trouver quelque chose d'autre. Il faut être de son temps également. Puis... Ça prend un bon dosage, dans le fond, parce que je regarde un événement comme celui du défi Je bouge, oui. qui attire quand même des milliers de personnes, autant des participants que des visiteurs, et qui est un bel événement, porteur d'un beau message. Au début de... Maintenant, on le fait en septembre depuis quelques années maintenant. Mais bref, voilà un exemple d'un événement qui fait rayonner la Fondation. Tout à fait. Et qui, selon moi, peut être développé encore davantage. Ouais. Vous et moi, on sait que le défi Je bouge, c'est pour la Fondation, mais c'est pas tout le monde qui le savent. Tu sais, je veux dire, le défi Je bouge, c'est rendu un événement. Tu sais, la Ville est impliquée, donc pour les gens de Saint-Jean, c'est un événement sportif, mais pas nécessairement pour la Fondation. Donc, au niveau des communications, on a du travail constant à faire. Tu sais, ça va toujours rester, mais il y a aussi moyen d'aller peut-être chercher plus d'argent avec cet événement-là. En même temps, si on dit que la vaste majorité des revenus ne doit pas nécessairement provenir des événements, bon, il y a souvent la sollicitation postale qui est un gros morceau, ou encore les legs. Oui. Évidemment, au moment des décès, souvent on voit dans le journal, s'il vous plaît, veuillez adresser les dons à la Fondation Santé. Donc, bref, ces canaux-là sont quand même importants aussi pour aller chercher des revenus et le milieu d'affaires aussi, là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas toutes les entreprises qui vont s'investir dans les activités de la Fondation, mais ils vont lever la main pour faire des dons annuels sur plusieurs années s'ils savent que leur don est associé à un projet qui leur parle. Donc, c'est beaucoup à développer, je dirais, à la Fondation. Plusieurs de ces partenariats-là qui ont été développés par le passé sont venus ou viennent à échéance prochainement. Donc, ça fait partie, je dirais, des objectifs des prochaines années là, de redévelopper ce créneau-là. Bon, je sais qu'il y avait un enjeu hyper important, mais pas juste ici. De mémoire, je pense que c'est quand même un enjeu provincial. C'est la fameuse tarification des stationnements. Parce qu'au Québec, on le sait depuis plusieurs années, quand on va à l'hôpital, évidemment, ça coûte des sous pour stationner. Le nouveau gouvernement, évidemment, a une autre vision de la chose. Et les fondations, à peu près partout au Québec, en récoltaient les profits. Et nous aussi, dans la région. Qu'est-ce qu'on sait de cet enjeu-là et où sommes-nous rendus par rapport à ça? On sait que les nouveaux tarifs devront être en application avant le début de l'été. Ça, c'est la loi, là. Oui, exactement. Donc, l'annonce a été faite. Les tarifs aussi ont été annoncés. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que ça va impacter énormément les revenus de la Fondation. Bon, il va y avoir la gratuité pour les 2 premières heures du stationnement et, bon, la majorité des gens qui utilisent le stationnement, c'est dans les 2 premières heures. Donc, il va y avoir un impact majeur sur les revenus à ce niveau-là. Notre entrevue est peut-être tôt un petit peu pour ce sujet-là parce qu'on rencontre... Mais ça s'en vient, là. Oui, on rencontre les dirigeants du CIS La Montérégie-Centre début février pour avoir vraiment toutes les réponses à nos questions. Mais chose certaine, dans la dernière ligne, là, au bas du budget, on va le voir à la fin de l'année. En même temps... Mais vous n'êtes pas les seuls pris avec ça. Tout le monde est pris avec ça, là. Tout le monde, c'est comme ça. Donc, mais en même temps, bon, oui, c'est une perte de revenus, mais comme on dit, il faut savoir se renouveler dans la vie. On misait là-dessus depuis plusieurs années. Bien, maintenant, c'est une opportunité pour se retrousser les manches puis faire autre chose pour aller chercher l'argent. On parlait du CIS Montérégie-Centre parce qu'en quelque part, dans cette relation-là entre le CIS et sa fondation, et il y a aussi Charles Lemoine qui existe sur le même territoire,
moi, j'appelle ça un peu la liste d'épicerie, c'est-à-dire que, bon, évidemment, le CIS étant de se faire financer des trucs par le ministère, il y a des trucs parfois que le ministère ne finance pas, donc souvent on se tourne vers la fondation ou les fondations. Oui. Est-ce que la liste d'épicerie vous a été envoyée par le CIS Montérégie-Centre? Alors, qu'est-ce qui est le plus pressant à financer ici sur notre territoire? Bien, encore une fois, si on va se reparler dans quelques semaines, on a, bon, là, on va annoncer dans les prochaines semaines là, la première pelletée de terre. On va avoir des belles images de l'unité du Centre Mère-Enfant à présenter finalement aux donateurs. Et par la suite, on va débuter, ce ne sera pas une nouvelle campagne majeure, mais on va annoncer l'engagement de la Fondation pour financer un projet majeur à Saint-Jean-à-l'Hôpital. Donc, je dirais que dans les prochaines années, on va travailler très fort autour de ce projet-là, mais il y a plein d'autres enveloppes qui vont continuer. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'équipement. Puis l'équipement, tu sais, c'est une liste d'épicerie, mais en fait, c'est tout de l'équipement que le ministère ne paierait pas parce que, le ministère finance beaucoup le renouvellement, le remplacement de ce qui est existant. Donc, toutes les nouvelles technologies, les plus pour diminuer les files d'attente, pour, améliorer les soins, ils sont priorisés. Ou même dans certains cas, ça évite à des patients de se rendre à Montréal si le service est disponible ici à Saint-Jean. Exactement, exactement. Donc, puis évidemment, on a toujours notre enveloppe qu'on envoie au CHSLD. On a rénové une cour extérieure l'année passée. On va le refaire cette année avec le CHSLD Sainte-Croix. On offre de la musicothérapie, de l'art-thérapie. Et avec le CLSC, on a financé un projet d'aventure pour les jeunes en santé mentale qu'on va renouveler. Donc, la liste d'épicerie est très longue. Nous, on choisit les projets qui, pour nous, sont les plus porteurs, vont parler évidemment à nos donateurs et vont avoir un impact sur le plus de personnes possible. Mais c'est plus facile à vendre parce que autant pour le citoyen qui participe à un événement ou la communauté d'affaires, où si on dit, écoutez, là, on a besoin de votre aide pour acheter tel équipement ou pour mettre en place tel ou tel service, ça nous parle. On sait que notre contribution a un effet direct. Et ça, c'est souvent ce qu'on appelle les fameux fonds dédiés. Et bon, je sais que les fondations aussi ont besoin de couvrir le frais fixe. Là. Tout le monde est pris avec ça. Mais ça, c'est important de coller une image pour le citoyen, le contributeur ou encore les gens de la communauté d'affaires. Exactement. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait avec les sous, puis de mentionner les projets. Puis à la Fondation Saint-Jean, on a l'habitude d'associer nos événements avec un projet ou un équipement en particulier. C'est sûr que des fois, l'équipement en tant que tel ne dit pas grand-chose à monsieur, madame, tout le monde. Mais si on est capable de bien leur expliquer l'impact réel, on va diminuer la liste d'attente de moitié cette année ou des statistiques comme ça, mais ça l'aide un peu à avoir la conversation avec le donateur. Alors, bon mandat, c'est quand même assez récent, quelques semaines à peine? Ça fait tout juste un mois. Et les vacances de Noël, évidemment, étaient incluses. Donc là, le vrai boulot commence là, c'est ça? Oui, exactement. On est dedans. On est, en fait, c'est le fun. On a reçu la liste. On est à choisir les projets. On fait les budgets, on planifie les événements. Donc, beaucoup d'opportunités pour 2020. Alors, si vous recevez un appel de Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé, c'est elle. Elle a besoin de sous. Évidemment, nous avons besoin de sous. Nous avons besoin de sous, c'est bien dit. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit un passionné de la vente qui se spécialise dans le service conseil TI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on part avec une véritable légende. Oui, celui qui se cache derrière le succès de Pierre-Carl Ouellette, Michel Roy, est avec nous. Et à quand une nouvelle styliste pour Claude? Ça s'en vient, joignez là. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu nous présente l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Cette personne est appelée à prononcer une conférence devant ses pairs, mais très souvent aussi, on les invite ici même sur le plateau et ça nous fait découvrir des gens qui, évidemment, travaillent dans notre communauté et qui ont des histoires également à raconter. Notre premier invité pour janvier 2020, il travaille dans le monde des services conseils TI, technologie de l'information, depuis plusieurs années. Il a occupé des fonctions importantes au sein d'entreprises, mais maintenant, il est un peu à son propre compte. Je dirais qu'il est en fin de carrière, mais il est quand même assez actif. Il s'appelle Robert Gagnon, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Parce que quand même, quand on regarde le curriculum vitae des dernières années, quand même des postes importants occupés auprès du groupe LGS, le groupe CGI, que les gens connaissent bien, ou encore Deloitte ou Deloitte, selon la prononciation appropriée. Bref, parlez-nous un peu de ce cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'après les études, on décide de foncer dans le monde de la vente, mais aussi de se spécialiser dans le service conseil en technologie de l'information? Oui, bien, ça s'est fait par étapes. Bien sûr, j'ai étudié en informatique, alors c'était normal que j'aie travaillé en informatique là, à Montréal lorsque je suis sorti de l'Université de Sherbrooke. Ça a commencé en informatique, en technologie, comme analyste, comme chef de projet, comme directeur de développement dans une ou deux boîtes, jusqu'au jour où un chasseur de tête m'a appelé, m'a dit « Robert, il y a une firme de consultation en informatique qui s'intéresse à toi. » Je ne connaissais pas vraiment ces grandes boîtes-là. On recule, là. J'ai commencé à travailler en 1977. Alors, mettons que le chasseur de tête, c'est en 82, disons, 5-6 ans plus tard, qu'il m'appelle. Alors, ça commençait, hein, les CGI de ce monde, c'était les DMR, les LGS, que tu as nommé. Ceux qui connaissent ces boîtes-là savent ce que je veux dire. Après ça, ils sont tous passés publics, puis, bon, il y en a qui se sont fait acheter même. Alors, c'est ce qui m'a amené dans le monde. J'ai été, bien sûr, rencontrer cette firme-là. C'est ce qui m'a amené dans le monde de la consultation informatique. Et c'est surtout ce qui a fait qu'à ce moment-là, je ne faisais pas de vente. Là. Moi, je suis un gars en informatique, je suis un gars en technologie, je gère des choses. Mais mon patron, à ce moment-là, qui était plus clairvoyant que moi, probablement, m'a posé la question avec un grand L et un grand A, qui a fait que ma carrière a viré à 90 degrés. Robert, as-tu déjà pensé à faire de la vente? Et la réponse, c'était quoi? Ben non, ben j'ai eu des sidelines un peu comme tout le monde quand j'étais jeune, mais faire de la vente de façon, tu veux dire, à temps plein, vivre avec ça, ben non, j'ai jamais pensé à ça. Moi, c'est pas du tout dans cette carrière-là que je m'alignais, là, tu sais. Alors, ben il dit, je pense que tu devrais peut-être essayer. Il dit, je pense que tu serais bon là-dedans. Puis il dit, en plus, comme tu sais, au bureau à Montréal, on est pas mal beaucoup d'anglophones. Il y a peut-être des comptes francophones qu'un Gagnon passerait mieux qu'un Smith, là, tu sais. Alors, il dit, garde, si ça tente, on va l'essayer. 3 mois. On va prendre Charles, là, puis par intérim, il va prendre ton poste de directeur des ressources professionnelles, qu'on appelait ça à ce moment-là. Puis toi, bien, je vais te donner des noms d'entreprises, puis un compte de dépenses, puis va rencontrer les gens, va luncher avec eux autres. Dans le temps, on lunchait sur tout ce qui bouge, là. Ouais. Ceux qui ont travaillé dans les années 80 en consultation, c'était le cas. Aujourd'hui, ça a bien changé. Mais va faire un tour. Alors, j'ai pris la liste, j'ai appelé des gens. On appelait des vice-présidents informatiques, des directeurs informatiques, des Loto-Québec de ce monde, Hydro-Québec, SEBJ. Dans le temps, je me souviens de tout ça. Et les 3 premières places où j'ai été, je reviens avec 3 demandes, 3 commandes qui ont, bien sûr, migré en 3 ventes. Alors là, hein, mon patron était fier. Là, il dit « Ah, je te l'avais dit là, que ça fonctionnerait. » Aimes-tu ça? Oui, ça va bien, c'est le fun. OK. Bien là, il dit, garde, ce qu'on pourrait faire, là, au lieu que ça dure 3 mois, on va l'allonger à 1 an. Mais là, la différence, c'est que ce n'est pas moi qui va te fournir les noms. C'est toi-même qui vas décider qui t'appelle, ton développement, ton réseautage. Il m'a donné un annuaire qui, dans le temps, s'appelait le Who's Who, où tu avais là-dedans tous les gestionnaires, du gestionnaire en ressources humaines, en finance, en informatique, en tout ce que tu voulais. Moi, je cherchais le vice-président informatique, directeur informatique. Je l'appelais cette personne-là, me présentais, rendez-vous. Et là, et donc, la piqûre de la vente... c'était dans ces premières semaines-là. Mais les technologies de l'information dans les années 80, ça ressemblait à quoi? Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur, un serveur, un cellulaire et compagnie, mais dans les années 80, un ordinateur, c'était quoi? Je veux dire, moi-même qui travaille dans le monde des médias depuis 30 ans, j'ai eu mon premier ordinateur peut-être en 91-92, qui était la fameuse boîte carrée de Macintosh, là, le Apple. Mais avant ça, on était sur des dactylos, là. Ah bien, il y avait, au niveau informatique, il y avait des ordinateurs. On a eu au regroupement des travailleurs autonomes dernièrement, un petit peu avant les fêtes, un monsieur qui est venu nous faire une conférence, puis lui, c'est un informaticien aussi,
à peu près de mon âge, OK, sur l'informatique du temps. Là. On oublie ça. Là. Mais on vendait quoi dans ces années-là? On vendait des services conseils pour développer des grosses applications informatiques de gestion dans les entreprises, à coût de millions. Là, c'est du MS-DOS, je veux dire, c'est du... Il y a encore, non, mais les grandes entreprises ont encore des grandes applications pour les grandes fonctions là, de leur entreprise, que ce soit au niveau finance, inventaire, etc., ressources humaines. Mais principalement, les firmes de services conseils et d'informatique, à ce moment-là, ce qui a fait leur grande croissance, c'est l'utilisation de plus en plus forte de l'informatique avec les applications. Il fallait développer sur mesure. Il n'y avait pas autant d'automatisme qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, hein, on se comprend. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de cellulaire. C'était des gros ordinateurs, gros, là. Ah oui, gros. Qui ne rencontrent même pas la puissance du cellulaire que j'ai dans ma poche actuellement. Là. Ouais. Alors, c'était un autre monde complètement. Donc, début de carrière donc en service conseil TI et par la bande, finalement, devenu un spécialiste de la vente dans les services conseils TI, ce qui a été, dans le fond, votre carrière pendant quoi, une trentaine d'années? 35 ans, 35 et 40 ans. Au sein de grosses entreprises. Au sein de grosses et là, entreprises. Qu'est-ce qui fait que finalement, on change un peu, on tombe à son compte? Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Quelle bonne question. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pour avoir du succès comme on avait, on comptait ses doigts là, des deux mains, là, les gens qui vraiment à Montréal là, se démarquaient. Et j'ai eu une très belle carrière en vente, et je le dis très modestement. J'en suis sorti vivant et je suis bien content parce qu'on était des passionnés, des défoncés. On travaillait 75-80 heures par semaine. Alors ça, c'est le fun quand tu as 30, 40, à la limite 50 ans. Tu vas y arriver bientôt. Mais à un moment donné, ça commence à peser lourd sur les épaules des semaines de 70, 75 heures. Nous, à la blague, on disait on travaille des demi-journées, de 7 à 7. Alors, c'était notre vie. Puis la fin de semaine, samedi, dimanche matin aussi. Oui, puis il y avait beaucoup de déplacements là-dedans aussi. Là. Beaucoup de déplacements, bien sûr, mais malgré que j'étais beaucoup au centre-ville. Donc, je te dirais que 75 de mes clients étaient au centre-ville. Ça se faisait à pied. Des fois en automobile, mais là, souvent à pied. Alors, c'est tout un monde là, qu'on vivait à travailler comme ça, mais quand j'ai attrapé la fin de la cinquantaine, début soixantaine, là, ça commençait à peser un petit peu plus lourd sur mes épaules. Ça a même commencé à affecter un petit peu ma santé. Puis je me suis dit, wow, là, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai arrêté. En quelques mois, j'ai arrêté et j'ai pris un break. Puis, à un moment donné, tu sais, moi, mes grandes passions professionnelles, là, la vente, le réseautage, la négociation. Quand tu es à la maison, puis quand tu voyages, quand tu joues au golf, quand tu fais du ski, il n'y en a plus de ça. Là. Et moi, là, ça me prend ça. C'est mon plaisant ADN. un bout de temps, mais après ça, on se dit quoi? On a 60 ans. Puis donc, vous n'étiez pas dû pour la pleine retraite. Là. Absolument pas. Puis comme ça arrive souvent pour des gens qui prennent leur retraite, hein, tu en as rencontré plus qu'un, qu'au bout de 6 mois, 1 an, ils commencent à s'ennuyer. Alors moi, la vie a fait que j'ai rencontré, j'ai recommencé à faire du réseautage un petit peu dans les chambres de commerce. La vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un dans le monde du web que je ne connaissais absolument pas. Là. 40 ans en informatique, je n'avais jamais touché au web de ma vie. Dans les grandes boîtes qu'on nommait tantôt, on parle des contrats, ce n'est pas des contrats dans le web. Alors, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un dans le web qui a eu besoin de moi pour coacher ses vendeurs, revitaliser sa fonction de vente. Et lorsque ça a été fait, 1 an plus tard, ça c'est en 2018 que ça s'est fait, et j'ai accepté d'y aller, parce que je me disais, hey, ça va me remettre un petit peu, ça va être la fun, mais plus relax. Des demi-semaines, là, 35 à 40 heures par semaine. Là. Ça, c'était parfait pour moi, c'était relax. Et j'ai pris la piqûre là-dessus sur le web. Et là, ce qui fait que votre rôle aujourd'hui, à votre propre compte, c'est d'être quoi? D'être courtier pour des services Internet, de continuer aussi du service conseil TI? Absolument. J'ai réalisé dans cette année-là, en faisant mon réseautage, en rencontrant beaucoup de compétiteurs, que la plupart des agences web, qui sont 5, 6, 7 personnes, hein, rendues à 10, c'est une grosse agence, n'avaient pas les moyens de se payer un vendeur. Alors moi, je leur ai offert mes services. Je leur ai dit, moi, là, je vais t'apporter des leads qualifiés. Est-ce que ça t'intéresse? C'est quoi, tu veux dire, Robert, par un lead qualifié? C'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a un projet, qui a un budget et qui est prêt à passer à l'action immédiatement. Il va attendre ta soumission. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Bien, oui, je n'ai pas de vendeur. Oui, puis tu vas me payer seulement si ça marche, comme un courtier. De là, la notion de courtier. Alors moi, je mets en relation l'entreprise qui a un besoin avec l'entreprise qui a une solution
mes partenaires. J'ai commencé à signer des ententes avec des partenaires, dont 2 dans le web, les 2 premiers. Aujourd'hui, j'ai 8 partenaires dans d'autres niveaux de technologie de l'information. Donc, je peux m'asseoir avec un propriétaire, une entreprise de PME, la plupart du temps, et je peux lui rendre service dans bien des domaines. Et là, vous voulez faire ça pendant combien d'années? Tant que je suis en santé. J'ai eu beaucoup de plaisir, Éric, dans ma carrière de vente, belle carrière, mais j'ai jamais eu autant de plaisir que j'ai là. En ce moment? Ah oui? Ah, bien, le fait d'être à ton compte, ça vient de changer complètement toute la norme. Moi, j'ai toujours eu comme philosophie, quand tu fais de la vente, tu rends service. Il y a un besoin, il y a un problème, tu viens y apporter une solution. Bien là, je le fais comme je ne l'ai jamais fait, et je le fais avec des PME. Et là, vous avez accepté aussi, là, tout récemment, un peu, on est dans la même cellule de mentorat d'affaires du Richelieu, donc un nouveau rôle de mentor aussi. Oui, je voulais redonner à la société ce que j'ai tellement reçu de cette société-là. Et il y a différentes façons de le faire. Mais quand j'ai entendu parler de la cellule de mentorat à Saint-Jean, je me suis informé et ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, j'ai, comme toi, là, un ou des mentorés, puis je trouve ça merveilleux. On apprend beaucoup, lorsqu'on fait du mentorat, on apprend beaucoup de ces jeunes mentorés-là, des jeunes gens extraordinaires qui ont beaucoup d'ambition. Dernière question, c'est quoi le savoir-être dans la vente? Il y a plusieurs façons. Ce matin, quand j'ai fait ma conférence au regroupement des travailleurs autonomes, j'ai expliqué 5 points. 5 points des principes de savoir-être dans la vente. On en parlait un petit peu tantôt. Par exemple, le premier, apprendre à rendre service avant de vendre des services. Alors, je donnais beaucoup d'exemples. Tu sais, c'est comme donner avant de recevoir, là. Je donnais beaucoup d'exemples de façons qu'on peut rendre service à des clients avant même qu'on lui vend quoi que ce soit. Et si tu veux durer dans la vente, si tu veux aimer la vente, avoir du succès dans la vente, il faut que ton savoir-être soit très, très fort. Il y a un autre point, par exemple, je peux t'en nommer un autre, qui disait dans la vente, on gagne ou on apprend. Mais on ne perd jamais. Alors là, c'est une question d'attitude, c'est une question de comportement. Et j'ai 5 points comme ça que j'ai expliqués ce matin. Puis ça a duré à peu près 3/4 d'heure, la conférence. Alors, c'est ça, le savoir-être dans la vente. Robert Gagnon, merci beaucoup. Ça me fait Bonne plaisir. chance pour la suite. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Un peu plus tôt dans l'émission, on parlait de la Fondation Santé. Bien, sachez qu'il y a un événement important, l'accord Mets et Vins, qui va se tenir le vendredi 20 mars, que j'aurai le plaisir d'ailleurs d'animer. Donc, les billets sont maintenant en vente. À noter qu'il y a toujours le Télébingo, ici même à la télé, le dimanche matin 9h30 en direct, avec toujours et toujours 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.